Bonsoir à tous. Donc merci de nous rejoindre ce soir dans une salle de cinéma. Alors d'habitude avant le film il y a des pubs. Là il n'y aura pas de pub, il y a la petite présentation d'Unitech habituelle pour ceux qui viennent nous voir régulièrement. Mathieu Azoir, élu au Conseil régional d'Aquitaine, devait nous rejoindre ce soir et malheureusement il a été retenu. Je vais démarrer directement sur la présentation d'Unitech. Donc je suis Stéphane Rochon, je dirige Unitech. Unitech est une association loi 1901 qui existe depuis maintenant 36 ans et dont le métier principal est de faire de l'accompagnement de projets innovants. Donc d'accompagner des startups bordelaises, mais aussi depuis maintenant un an à Sarlat, et puis sur le territoire girondin de manière générale, d'accompagner donc ces entrepreneurs pour développer leur projet entrepreneurial, structurer leur business plan, trouver des fonds, structurer leur équipe de manière à avoir un taux de succès le plus important possible. Donc on fait ça depuis longtemps. Donc cette petite diapositive est là pour rappeler quelques chiffres. À fin 2024, nous avons accompagné 708 startups qui ont créé sur le territoire un peu plus de 7400 emplois. Donc ce sont des emplois à forte valeur ajoutée et c'est pour ça qu'Unitech, association loi 1901, est financée par la puissance publique, on le verra un tout petit peu après. On aime beaucoup les deep tech, donc ces entreprises qui déposent des brevets, qui font des technologies de rupture. Ce soir, on va parler, je vais pas dévoiler le menu, mais on va quand même parler de santé et des domaines où il y a beaucoup de brevets. On fait notre métier au travers de 8 incubateurs qui permettent en fait de regrouper des startups dans une filière. Donc on travaille avec Bernard Magret sur tout ce qui est viticole. Voilà, on a Bordeaux Care Lab qu'on fait avec qu'on a co-construit avec le CHU de Bordeaux et Alicena, qui est le pôle santé régional, etc., etc. Donc il y a 8 incubateurs. Je vais pas faire toute la liste. Aujourd'hui, on accompagne 120 projets en simultané, donc à peu près 150 par an. On les garde entre 3, 4, 5 ans pour faire en sorte qu'ils arrivent jusqu'à leur marché. Voilà. Je vais parler aussi un petit peu d'hébergement. C'est une autre activité d'Unitech. Voilà, si vous êtes start-up, TPE, sachez que nous avons des locaux disponibles à la Cité Numérique et à la Pépinière de la ville de Pessac. Voilà, donc vous pourrez rentrer en contact avec les équipes si ça vous intéresse. Et toute notre activité est financée aux 2/3 par, comme je le disais tout à l'heure, la puissance publique. Donc nous remercions le Conseil régional, l'Europe au travers du programme FEDER et Bordeaux Métropole, et ainsi que des financeurs privés qui travaillent avec nous maintenant depuis plusieurs années. Donc vous avez la liste des logos derrière moi. Donc merci à eux, parce que si les signaux est un événement gratuit, ouvert, c'est grâce à eux. Voilà, si on peut avoir des salles pour vous accueillir. Autre petite chose, donc la dernière activité importante, c'est la veille, et vous êtes là ce soir pour l'entendre. Donc nous avons des partenaires médias veille. Donc le premier depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, ce sont les échos judiciaires girondins qui reprennent en fait nos notes de veille écrites par Alexandre, que vous avez l'habitude d'écouter maintenant. Et puis tout nouveau, à partir de juin, on lance des ateliers de formation à l'IA en partenariat avec Placeco. Voilà. Et puis les signaux, donc les fameux signaux. D'ailleurs, une petite question, quel est le premier signaux, quelle est la première année ? 1967, déjà présenté par Laurent Pierre. Donc, je sais pas si c'est sur YouTube, mais si on ne l'a pas mis, il faudrait qu'on la mette sur YouTube, parce que les signaux 1967 sont très intéressants, avec l'apparition de la disquette 8 pouces. Voilà, entre autres. Donc ces signaux, vous pouvez les avoir chez vous. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez aussi contacter Unitech. Voici un certain nombre de partenaires
et de grandes sociétés qui ont bénéficié de cette veille auprès de leurs équipes. Voilà, donc c'est une petite chose très intéressante pour voilà, donner une certaine acculturation aux nouvelles technologies et à l'évolution voilà, qui va extrêmement vite. Bon, ce sera plus simple de laisser la parole à Laurent-Pierre Gilliard et Alexandre Bertin. Donc c'est Laurent-Pierre qui démarre et puis merci, passez une bonne soirée. Bonjour, donc merci d'être présent pour ces signaux 2025. Alors la blagounette sur les signaux de 1967, on avait fait à la demande du CIRPIN, que je remercie encore, parce que j'ai vraiment passé un super moment à créer ces faux signaux de l'année 1967. Mais en vrai, les signaux ont 18 ans cette année, et je ne pouvais pas commencer sans rendre un petit hommage à notre ancien président Marcel Desvergnes, qui a été l'impulseur des signaux. Donc en 2007, c'est lui qui nous a dit « Tiens, la veille, vas-y, fais une conférence sur le sujet, je suis sûr qu'il y aura plein de gens intéressés. » Donc je suis sûr que l'avatar de Marcel Desvergnes nous écoute. Salut Marcel. 18 ans, 18e année. Alors cette année, il va y avoir... deux tonalités sur les signaux, une partie numérique que je vais vous présenter, une partie deep tech santé qui va être présentée par Alexandre Bertin. Et comme l'image de présentation, il y a un côté sympa avec des nouveautés, le côté paillettes, et un côté un peu plus sombre, comme le fond de l'image sur certains sujets. Je dois vous avouer, c'est pas les signaux les plus fun qu'on va présenter, enfin les plus drôles qu'on ait présentés. Ça n'a pas vocation à être drôle, mais il y a des sujets un petit peu lourds cette année. Alors pour commencer, quelques mots de cadrage. On est en 2025, donc ça fait un quart de siècle qu'on baigne dans le numérique, et quand il y a des grosses nouveautés, l'arrivée des réseaux sociaux, du smartphone, de l'IA, tout le monde, on le voit passer, on le sait, on peut pas le rater. Mais il y a tout un tas de choses qui évoluent. On a l'impression que ça change pas et pourtant ça bouge. Alors une première petite donnée, c'est pas des données toutes neuves, hein, c'est une enquête de l'Observatoire Société et Consommation qui date de 2022. Ils mettent à jour régulièrement, mais on est sur des chiffres qu'on va pouvoir retrouver. Là, c'est une enquête sur le rapport des Français à l'information. Plus on est en haut, plus on consomme d'informations. Plus on est vers la droite, plus on a une fatigue informationnelle. On trouve qu'on est submergé de pubs, de fake news, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ces grosses masses, c'est des masses qu'on va retrouver à peu près sur tous les sujets qui nous intéressent, que ce soit le positionnement par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, à l'utilisation du e-commerce, à l'utilisation de l'intelligence artificielle plus récemment, avec ces 5 typologies de Français. On va pouvoir regrouper ça à la louche, à la grosse louche, à la bassine en 3 tiers. Un premier tiers qui sont les rouges et les bleus, avec les boulimiques, donc profil plutôt jeune, qui se sont super à l'aise avec ces outils-là, dans ce cas-là, qui consomment vraiment de l'information, qui dit bon, ça va, j'arrive à gérer, merci. Leur pendant en bleu avec les traditionnels, donc là, on a un profil un peu plus senior, mais qui aujourd'hui se sont vraiment à l'aise avec ces outils-là. Alors là, sur l'information, c'est aussi bien une lecture papier que numérique, mais ils disent, OK, pour nous, on n'a pas une fatigue informationnelle, on arrive à gérer. Donc ça, c'est un premier tiers. Vous avez un deuxième tiers avec les submergés, là, qui sont des personnes qui sont utilisatrices, mais c'est elles qui disent, je suis largué, ça me stresse, il y a trop de pubs, je vois pas les fake news, c'est compliqué. Donc voilà, un autre tiers. Et puis on a un dernier tiers, composé de 2 parties. La première, les détachés, c'est 20%. On les retrouve à peu près partout, qui sont ceux qui n'utilisent pas. Ils sont pas sur les réseaux sociaux, ils sont très peu sur Internet, ils sont très peu sur l'usage du commerce électronique. Et le dernier, à peu près l'équivalent, à 18%, les défiants. C'est là où on va trouver complotistes, haters, commentateurs sur les commentaires de Sud-Ouest qui viennent un peu passer leur temps à vider leur sac sur tout ce qu'ils peuvent trouver d'intéressant ou de totalement inintéressant.
Alors, quand on fait un focus, c'est intéressant de voir si on demande est-ce que vous allez sur tout type de support numérique pour un peu dire tout ce qui ne va pas et puis vous plaindre. Ben, on se rend compte que on a à peu près un trois quarts, un quart. Mais si on regarde ceux qui sont vraiment dans la catégorie dite des haters, trolls, etc., ce n'est que un petit 5%. C'est même un peu plus faible si on regarde sur ceux qui estiment que vraiment ils adorent aller cracher leur venin sur Internet. Donc on voit qu'il y a quand même une surreprésentativité une surreprésentation de ce public-là par rapport à ce qu'on ressent en entraînant sur les réseaux sociaux, par exemple, par rapport à la masse des autres utilisateurs. Alors, cette enquête, elle est tout le temps super pertinente. Bon, elle nous dit plein de choses comme on passe trop de temps à scroller sur les réseaux sociaux. Plus on est jeune, plus on perd de temps, mais aussi plus on est diplômé, plus on perd de temps. Ça nous donne aussi un rapport sur la science et la techno assez intéressante, où là on voit tout ce paradoxe qu'il peut y avoir, avec à la fois des choses très positives. Par exemple, 59% des Français disent il ne faut pas imposer de limites au travail des chercheurs dans le progrès de la connaissance et des sciences, où le développement de la science et des technologies génère plus de bénéfices que d'effets néfastes, majoritaires. Et puis en même temps, ils vont dire quand je pense aux découvertes scientifiques et aux innovations à venir, je m'inquiète pour l'avenir de l'humanité. Assez paradoxal. Pareil pour le rapport au progrès, où on va dire il faut renforcer la recherche publique pour étudier les risques associés aux innovations technologiques du secteur, où on va dire il n'y a pas de limite au progrès, 54%, et puis on va dire de manière générale c'était mieux avant, pour 57%. Bon, c'était mieux avant quoi? Surtout, j'étais plus jeune avant. Et l'humanité est suffisamment raisonnable pour réussir à faire face avec succès aux défis qu'elle a à relever? Non, à 58%. Donc il y a un aspect un peu paradoxal et schizophrénique dans le rapport des Français à ces technos et à ce progrès. Alors je disais au départ, qu'est-ce qui a changé qu'on n'a pas forcément vu passer? Une chose importante, c'est la manière dont on cherche l'information. En 2 ans, 43% des Français ont modifié la manière dont ils cherchaient de l'information en ligne. Donc vous ne cherchez plus de l'information comme avant. Si je vous demande oui, non, vous allez dire non, il me semble avoir rien changé. Alors, illustration avec plein de choses. Premier exemple avec Google. Sur 100 personnes qui font une recherche sur Google, vous en avez aujourd'hui pratiquement 60% qui ne vont cliquer sur aucun site proposé par Google. Ils ont, pour 38%, 37,4%, ils ne font rien. Ils ont leur réponse. Quel âge avait Rimbaud? Google me donne quel âge avait Rimbaud. Pour 22%, ils vont enchaîner avec une autre recherche. Ils sont contents de la première, ils veulent un complément, il faut une autre recherche et on repart. Donc ça veut dire que simplement 40 vont aller voir ce qui apparaît et sur ces 40, 1%, 1,5% va aller cliquer sur des pubs, 24% sur une cartographie, une vidéo proposée par Google et 74% sur un des sites proposés. Ça veut dire que vous qui êtes gérez le site web de votre structure, de votre entreprise, et votre intérêt, c'est qu'il y ait des gens qui viennent visiter votre site, venir chercher de l'information sur votre site. Sur 100 personnes, vous en avez que 30 qui ont une chance d'aller cliquer sur votre lien. Et après, il faut qu'ils vous choisissent parmi tout ce qui est présenté dessous. Donc ça, mathématiquement, normalement, sur les 2 dernières années, vous avez dû voir une baisse d'environ à peu près un tiers des personnes passant sur votre site web. Autre facteur impactant sur la recherche d'infos, la recherche sociale. Donc les médias sociaux, a priori au départ, c'était pas pour faire de la recherche, des moteurs de recherche, mais ce sont devenus des moteurs de recherche. À gauche, vous voyez sur TikTok, par exemple, 41% des usagers de TikTok, des utilisateurs de TikTok, ont déjà recherché de l'information sur TikTok. Et chez les jeunes, ça monte à 64%. Si vous êtes tombé sur la pub de TikTok, qui est partenaire du Festival de Cannes, vous voyez qu'ils se vendent comme ça aujourd'hui. Ils disent TikTok, l'outil pour rechercher les films que vous avez envie de voir, ou un truc comme ça. Mais ils se positionnent avec ce discours-là.
Et vous voyez sur la partie droite, bon, Google est toujours majoritairement fortement utilisé, même s'il baisse. C'est un signal ultra faible, mais ça dit quand même quelque chose. Et on voit que TikTok ou YouTube sont aujourd'hui considérés comme aussi des moteurs de recherche où je vais chercher de l'information sur des produits, des films, des personnes, des bouquins, ce que je veux. Et on voit également apparaître avec 11% ChatGPT qui aujourd'hui apparaît aussi comme une autre façon de chercher de l'information. Donc cette partie recherche générative, donc l'utilisation de l'IA générative intégrée dans les moteurs de recherche, là c'est Google US, je le traduis en français, je vais taper une requête un peu plus complexe que d'habitude sur Google, je vais lui demander qu'est-ce que tu me proposes pour un week-end à La Rochelle pour 2 personnes avec un enfant de 3 ans. Et là Google va aller puiser dans les sites et remonter, là il vous affiche les 3 sites qu'il a utilisés et vous donner une réponse qui 9 fois sur 10 va vous satisfaire et vous n'irez pas cliquer sur les sites en question. Donc là encore, vous en tant que animateur de votre site web, bah, vous vous dites bah ouais mais j'aimerais bien quand même que ça vienne sur mon site. Alors ça a un impact sur un terme qu'on commence à voir passer de plus en plus, la notion de découvrabilité. Comment les contenus de votre site web vont pouvoir être vus par ces IA pour être extraites dans les recherches et faire que quand j'ai fait ma requête sur La Rochelle, ben, mon site qui parle de tourisme à La Rochelle, son contenu soit vu et utilisé par les moteurs de recherche génératifs. Alors pour aller plus loin, vous avez l'excellent blog, il est canadien, de Frédéric Gonzalo qui explique ça très bien. Et puis vous avez des outils comme HubSpot qui a sorti AI Search Grader qui va vous permettre de dire, va vous faire un audit de votre visibilité. Vous voyez sur la gauche, sur OpenAI, sur Perplexity, sur Gemini, sur des outils d'intelligence artificielle. Et vous allez dire, je prends notre exemple, Unitech, je suis à Bègle, je suis un incubateur de start-up, je suis sur le développement économique, c'est les 4 choses qu'il vous demande, et il va vous faire un résultat avec un audit, un score sur 80. Il va vous mettre vos points forts, vos points faibles, et évidemment, vous allez pouvoir modifier vos points faibles pour que tous ces outils d'IA puissent aller récupérer de manière pertinente les informations vous concernant pour être poussés dans tous ces outils d'intelligence artificielle. Alors ça, derrière, ça va avoir un impact aussi sur la façon de construire des sites web où on a le classique, je construis un site web, je définis une arborescence, je construis je bâtis des contenus qui vont être accessibles. Et puis, vous avez de plus en plus du web génératif qui est en train d'arriver, où là, on a pris l'exemple d'Infiniment Charente sur le tourisme en Charente, donc fait par nos alumni de Génial. La boîte est géniale, mais c'est leur nom, Génial. Vous allez alimenter une intelligence artificielle locale qui appartient à Infiniment Charente de toute leur base documentaire, leur base de contenu. Et puis ensuite, vous avez simplement un moteur de recherche qui va aller taper dans cette base de connaissances et vous allez lui poser toutes les questions dans n'importe quelle langue. Et puis vous allez lui demander, je vais aller passer 2 jours à La Rochelle. Qu'est-ce que je peux visiter en Charente en y allant en train? Est-ce qu'il y a le Wi-Fi en Charente? Il va être capable de vous répondre à tous ces genres de données. Et puis apparaissent aussi des nouveaux outils. J'ai mis celui-là, je l'aime bien, Lovable, qui va vous permettre, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de produire des pages web. Alors ça remplace pas votre agence web, loin de là, mais petit exemple, vous voyez en haut à gauche, je lui ai demandé créer un site web pour la conférence Les Signaux, la conférence sur les tendances de l'innovation, organisée par Unitech à Bordeaux le 13 mai au cinéma CGR. Pof, il me crée ma page et ensuite je vais converser avec lui, comme avec un chat. Je vais lui dire, tu as mis que c'était toute la journée, change par c'est de 18h à 21h. Ajoute-moi une rubrique archive dans le menu principal que tu alimenteras avec les vidéos que tu trouveras sur la chaîne YouTube, rubrique signaux de la chaîne Unitech. Et je vais pouvoir comme ça créer ma page pour un événement par exemple ou une page dédiée à un sujet. Autre sujet sur maintenant les réseaux sociaux.
Alors il y a un gros sujet actuellement, c'est qu'un réseau comme Facebook, certains disent que le mur Facebook, au départ qui était un réseau social, où on socialisait et on échangeait avec ses proches, il y a de moins en moins de monde qui interagit et que c'est devenu une espèce de mur fantôme qui est de plus en plus alimenté par des fake news, des pubs. Or, il y a toujours beaucoup de monde sur Facebook. Et donc Facebook va booster Facebook là sur cette année avec des contenus générés par des intelligences artificielles qui vont produire des documents qui vont être parfaitement adaptés à vos goûts, vos envies, vos centres d'intérêt dans le but que vous les likiez, que vous les partagiez, que vous arriviez enfin en fin de compte sur de la pub. Si on regarde l'utilisation par quelques grands du secteur de l'intelligence artificielle pour générer des contenus, vous voyez la part de Facebook. Donc on se dit que les prochaines, dans quelques mois, Facebook va être totalement envahi de contenus produits par des intelligences artificielles. Alors ça a de l'impact. L'excellente revue Next a fait une enquête en début d'année et avait repéré 1000 médias français générés par des IA, comme ils disent, qui polluent le web et les moteurs de recherche. Je suis pas allé voir sur ces derniers jours, mais en début de mois, ils avaient repéré 3000 médias français. Donc tout ça va générer des quantités de fausses news. Vous en avez forcément vu passer. C'est comme ça qu'on a annoncé que des décathlons allaient fermer des centres-villes, que le contrôle technique allait passer tous les ans. C'est des choses qui ont été inventées, hallucinées par des IA au départ, et qui ont été repris par d'autres sites générés par des IA, donc sans aucun contrôle, puisque c'est une IA qui parle à une IA. Et puis à un moment donné, il y a un journaliste qui voit passer pas mal de fois l'information et qui va reprendre ça, et on arrive sur du mainstream avec des rumeurs, des fausses nouvelles. Et bien évidemment, de l'autre côté, côté des producteurs, il y a tout intérêt à utiliser ces outils-là. TikTok en premier. TikTok est le roi de l'utilisation de l'IA parce que ça va segmenter les contenus, adapter des contenus ultra personnalisés à vos centres d'intérêt. Ça va permettre de gérer des campagnes publicitaires ultra ciblées. Donc, commercialement, un côté extrêmement efficace, mais derrière, des questions lourdes sur on va être de plus en plus dans notre bulle, dans notre centre d'intérêt, outils de manipulation de masse, etc., etc. Autre point intéressant, fin 2024, pour la première fois, si on prend aux États-Unis toutes les audiences des chaînes sur la télé, je parle de la télé, pas du téléphone ou des ordinateurs, YouTube est entré à dépasser les 10% d'audience. Donc si je le ramène en France, on doit être à peu près sur les mêmes chiffres. Vous avez tout ce qui est broadcast, donc c'est les TF1, France 2, M6, les chaînes du câble payantes, Free, Canal+, etc. Et puis après le streaming, donc c'est toutes les chaînes genre Netflix. Toutes celles-là, elles vont vivre avec un modèle qui est le même. Elles emmagasinent de l'argent soit par de l'abonnement, soit par de la publicité, et puis ensuite elles vont payer des producteurs de contenu. YouTube a un modèle totalement différent puisqu'il ne produit pas de contenu, c'est des auteurs, des créateurs de contenu qui vont s'autoproduire, et ensuite il y a une répartition de l'argent publicitaire par YouTube, en gros 50% pour YouTube, 50% pour le créateur de contenu. Donc aujourd'hui, c'est devenu un poids lourd de la diffusion d'informations. Pour vous donner un exemple, sur le débat, le passage de Trump chez Joe Rogan, gros youtubeur américain, si Kamala Harris avait voulu faire l'équivalent en audience, il aurait fallu qu'elle passe sur 3 chaînes majeures comme MSNBC, CNN et Fox News, 3 heures par jour pendant 2 semaines de suite, pour avoir l'équivalent en audience. Et puis, dernier aspect paradoxal, avec un petit chiffre sur le e-commerce, où 73% des Français, c'est valable sur tous les âges, des plus jeunes aux moins jeunes, disent que les bonnes pratiques environnementales des marques sont extrêmement importantes pour eux pour acheter des produits. Et puis, la même partie de ces jeunes, 73%, exactement le même chiffre,
ont acheté sur une plateforme chinoise l'année dernière, même 24% ont acheté une fois par semaine, avec des plateformes qui sont un peu à l'opposé de ce qu'on entend par bonne pratique RSE. Donc on a cet aspect un peu paradoxal et schizophrène dans de plus en plus de sujets qui touchent le numérique. En parlant, non, pas parlant de schizophrénie, puisque je passe juste la parole à Alexandre pour, je sais pas pourquoi. Merci Laurent Pierre pour le passage de témoin. Bonsoir à toutes et à tous. Alors souvenez-vous, réfléchissez pas très longtemps, vous allez voir que c'est assez évident. Souvenez-vous où vous étiez il y a 5 ans, donc en mai 2020. Si on réfléchit bien, il y a 5 ans, on sortait à peine du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19. Donc Laurent Pierre l'a dit, enfin on l'a dit, je ne sais pas si on l'a dit, mais en tout cas nous on avait réalisé les signaux de manière virtuelle parce qu'on était confinés à ce moment-là. Et au même moment, on a eu des annonces faites par les autorités sanitaires nous annonçant l'arrivée d'un vaccin. Un vaccin qui était plein de promesses puisque c'était un vaccin révolutionnaire basé sur l'ARN messager. Donc on va parler de l'ARN messager maintenant. Révolutionnaire, pas pour le milieu de la recherche puisque ce vaccin était connu depuis l'ARN messager était connu depuis le milieu des années 50. Par contre, pour le grand public et les médias, l'arrivée un peu surprenante de ce terme d'ARN messager a créé quand même pas mal de confusion, pas mal de peur, de doutes qui ont été exploités par toute la sphère complotiste. Donc souvenez-vous, hein, il y a eu des reportages, des documentaires qui ont été faits qui argumentaient l'idée selon laquelle en fait ce Covid-19 c'était une collusion des big pharma qui avaient créé de toutes pièces ce virus afin de vendre des millions, des milliards de doses de traitements aux États et donc de se faire de l'argent sur le dos des citoyens, des êtres humains. Dans le même temps, on a eu d'autres théories complotistes. Le vaccin contiendrait des nanorobots qui prendraient le contrôle à terme de notre corps, de notre esprit, mais également en France, hein, le professeur Raoult, je sais que tout le monde en a entendu parler, qui lui avait mis en évidence l'existence d'un lien direct entre des cas de lymphome, une recrudescence des cas de lymphome et l'ARN messager contenu dans les virus, dans les vaccins. Et enfin, encore peut-être un peu plus insidieux, cette annonce que vous voyez en bas sur votre droite, selon laquelle en fait les vaccins à ARN messager modifieraient l'ADN des personnes vaccinées, donc une modification des gènes, ce qui entraînerait sur plusieurs générations des mutations génétiques irréversibles et donc la fin de l'humanité annoncée à cause de ces virus, à cause de ces vaccins. Pour autant, dans le même temps, il a fallu donc cravacher, hein, les scientifiques, les chercheurs qui travaillent sur le sujet depuis de nombreuses années ont essayé de débunker finalement ces fake news en nous promettant que finalement l'ARN messager, au-delà de toutes ces fausses informations, était promise à un avenir plutôt optimiste dans le traitement des maladies. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce soir. On va voir en quoi cette molécule, qui est annoncée comme étant une molécule miraculeuse, va permettre, normalement, à moyen long terme, de venir à bout de nombreuses maladies. Alors pour comprendre ce qu'est l'ARN messager, il faut rebrousser un petit peu chemin, il faut comprendre ce qu'est l'ARN. Et pour comprendre ce qu'est l'ARN, il faut revenir à la source, c'est-à-dire l'ADN, et donc mobiliser un peu les souvenirs, notamment pour les plus anciens, des cours de biologie qu'on avait au collège et au lycée. L'ADN, c'est une structure moléculaire qui va contenir tout le code génétique de chaque être vivant. Donc ce sont ces petites lettres que vous voyez ici, qui sont contenues dans le chromosome. Les chromosomes sont dans le noyau des cellules. Et ce code génétique, il va être individuel, c'est pour ça qu'on est tous différents. Et cet ADN va avoir besoin d'une autre molécule qui est l'ARN, qui est donc cette hélice. Alors l'ADN, on sait qu'on a une double hélice, l'ARN c'est une simple hélice. Et le rôle de l'ARN, ça va être de coder, de décoder et de réguler, d'exprimer les gènes qui sont contenus dans l'ADN.
Donc on a différents types d'ARN, vous le voyez, on a l'ARN ribosomique, l'ARN de transfert, les ARN non codants, il y en a d'autres, et le fameux ARN messager. Et l'ARN messager, en fait, il porte très bien son nom, puisque lui, il va servir d'intermédiaire entre l'ADN, donc la matrice initiale qui est située dans la cellule, et les ribosomes, qui sont des structures cellulaires qui vont produire, à partir des informations qu'elles vont recevoir, les enzymes et les protéines qui vont permettre aux cellules de se développer, de réaliser certaines fonctions pour lesquelles elles vont être programmées, et notamment de se défendre par rapport à des ennemis qui peuvent être internes à l'être vivant ou externes. Ce processus, en fait, on peut le résumer, le processus des 3 T, transcription, transport, traduction. L'idée, en fait, c'est que l'ADN contient donc le code génétique. Une partie du code génétique va être transcrit sur le brin d'ARN. Le brin d'ARN va quitter le noyau cellulaire pour se rendre dans les ribosomes. Et à ce moment-là, les ribosomes vont interpréter le brin d'ARN qui aura codé pour un certain type de protéine pour produire cette protéine-là et permettre donc le développement, la survie de la cellule. Alors j'aime bien cette petite image qui a été réalisée par l'INSERM. En fait, il faut voir le code, le génome humain, enfin le génome de tout être vivant, comme étant une grosse encyclopédie composée de milliers, de millions de feuilles, et chacune de ces feuilles est codée par une partie du code génétique. On va photocopier l'une de ces feuilles, qui va donc être l'ARN messager. Sur cet ARN messager, il n'y aura qu'une partie du code génétique qui est contenu dans l'encyclopédie. On va envoyer cette photocopie dans une usine, que sont les ribosomes. Les ribosomes vont lire l'information et vont produire des enzymes qui vont permettre derrière d'assembler des protéines. Et ces protéines vont donc servir aux cellules pour se développer et réaliser les fonctions pour lesquelles elles ont été programmées. Ce qui est intéressant dans ce petit schéma, c'est que c'est l'image que vous voyez en haut, c'est que, en fait, naturellement, l'ARN messager, une fois qu'il a rempli sa mission de transporter cette information-là, il va se dégrader et il va être éjecté tout naturellement du corps humain, du corps de l'être vivant, sans aucune conséquence. Et ça, c'est important, notamment pour débunker la dernière fake news que je vous ai présentée. En fait, l'ARN messager ne modifie en aucun cas l'ADN des êtres vivants, puisque c'est juste un véhicule de transport qui transporte une partie de l'information depuis l'ADN jusque la cellule. Donc, en aucun cas, l'ARN messager qui va être injecté, notamment par vaccin, ne vient modifier la structure de l'ADN de la personne qui a reçu le vaccin. Donc, maintenant qu'on a vu et compris à quoi servait l'ARN messager, maintenant, c'est quels usages on va faire de cet ARN messager et pourquoi demain c'est promis à un avenir plutôt optimiste. Alors tout d'abord, par la vaccination, c'est l'exemple le plus simple, et on l'a vu avec la Covid-19, on a vu que la vaccination contre la Covid-19 contenait, entre autres, des ARN messagers. Alors, avant de regarder les maladies qui vont être traitées, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc très schématiquement, on va faire une analyse, on va dire, protéomique du virus pour détecter quel est le virus, quelle est la protéine dans le virus qui va être responsable de la maladie, du développement de la maladie. On va coder un brin d'ARN messager pour cette protéine-là et on va injecter cet ARN messager dans le corps humain via un vaccin. L'ARN messager va se diriger tout naturellement vers les cellules et les cellules, lorsqu'elles vont lire l'ARN messager qu'on leur présente, vont développer la protéine d'intérêt. Ici, dans le cas du SARS-CoV-2, cette protéine-là, souvenez-vous, c'est la protéine Spike qui avait fait parler d'elle parce qu'elle a cette forme-là. Et derrière, quand elle a reçu cette information, le système immunitaire de la personne qui est vaccinée va se mettre en branle en quelque sorte et va se défendre, va créer des lymphocytes qui vont venir attaquer cette protéine Spike pour la détruire. Et comme c'est souvent le cas avec des vaccins, quand la personne qui est vaccinée va être confrontée à cette protéine-là, à ce virus-là, le système immunitaire aura été informé de la présence d'un élément étranger qui ressemble à l'élément qui a été apporté par le vaccin et donc va déclencher une défense immunitaire et les macrophages vont venir détruire les virus
et les protéines notamment qui sont à la surface de ces virus. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc contrairement aux vaccins classiques avec lesquels en fait on injecte au patient une partie qui est souvent désactivée mais qui existe du virus, ici on ne transmet à la personne vaccinée qu'une information, qu'un code génétique, une partie du code génétique pour que le système immunitaire travaille de lui-même et se défende contre la maladie. Alors, vous le voyez, les perspectives de développement, d'utilisation de l'ARN messager sont multiples. On a bien entendu toutes les maladies virales, hein, les maladies infectieuses, les grippes saisonnières, les virus respiratoires. Assez intéressant aussi le paludisme, Zika, Ebola, qui sont des virus qui sont très virulents dans les pays du Sud et en Asie du Sud-Est, mais également le virus du VIH qui pourrait demain trouver une voie de traitement avec l'ARN messager. Autre champ d'activité, enfin de développement, les maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques, le diabète de type 1, pourraient bénéficier de l'ARN messager, mais cette fois-ci dans une acception de rééducation du système immunitaire. Et enfin, toutes les maladies génétiques aussi, puisque l'ARN messager va avoir pour rôle de réparer les mutations génétiques, et donc des maladies comme la mucoviscidose ou d'autres maladies rares vont pouvoir être soignées grâce à l'ARN messager. Deuxième voie d'utilisation de l'ARN messager, c'est l'immunothérapie. Donc là, l'idée, ça va être à peu près la même. L'idée, ici, ça va être de traiter des cancers par vaccination. Donc là, on est en voie de développement. BioNTech est une big pharma, enfin une pharma qui travaille sur le sujet, qui développe, en tout cas, qui travaille à développer des vaccins contre les cancers. L'idée ici, ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire une biopsie et on va analyser le génome de la tumeur. On va détecter, déterminer l'antigène tumoral, c'est-à-dire l'antigène qui va activer derrière le système immunitaire, et on va coder un brin d'ARN messager pour la production de cet antigène tumoral que l'on va injecter grâce à un vaccin, et le système immunitaire va se défendre contre cet antigène tumoral. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, dans les cas de cancer, le système immunitaire, on le verra dans la deuxième partie, en fait, est capable de lutter contre l'apparition des cancers, sauf que parfois, le cancer, la tumeur, est capable de brouiller le message pour finalement devenir invisible et tromper le système immunitaire. Avec l'ARN messager, l'idée, ça va être d'apporter l'information de manière artificielle, c'est-à-dire qu'on va dire au système immunitaire, voilà, dans le corps humain, dans le corps de la personne qu'on va soigner, il y a une tumeur, son profil génomique, il ressemble à ça, donc active-toi pour combattre ce cancer. Et donc, c'est l'idée ici dans l'immunothérapie, c'est de venir booster finalement le système immunitaire en lui apportant une information à laquelle il n'a pas accès parce que finalement sa vision a été brouillée par la tumeur et par le cancer. Alors, on l'a vu, les enjeux, on va dire, en termes médicaux sont énormes puisque de nombreuses maladies qui aujourd'hui, face à laquelle aujourd'hui le corps médical est un peu impuissant ou en tout cas a beaucoup de mal à lutter, les enjeux sont colossaux. Pour autant, il y a un autre enjeu qui peut être encore plus important, ce sont les enjeux de la production. Parce que, bien sûr, l'ARN messager est certes présent naturellement chez les êtres vivants, mais pour pouvoir l'utiliser à des fins de traitement, il va falloir en produire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe trois grandes façons de produire de l'ARN messager. Il y a la voie classique, hein, la synthèse in vitro. On va prendre un brin d'ADN, et on va transcrire de l'ARN messager à partir de ce brin d'ADN. Ça, c'est une méthode que l'on maîtrise. Par contre, l'ARN n'est pas de très bonne qualité. Il est rapidement sensible aux dégradations. Donc là, on a une limite dans cette voie-là, qui est la voie la plus utilisée. Deuxième voie, c'est une autre méthode. On va coder un ARN messager pour une polymérase virale qui, elle, va être capable de se répliquer directement dans la cellule. Donc là, l'idée, c'est de ne plus faire de la reproduction in vitro, mais directement de faire de la reproduction par la cellule elle-même des ARN messagers d'intérêt pour ensuite produire des protéines qui vont servir à lutter contre les maladies. Là, c'est beaucoup plus complexe puisqu'on ne maîtrise pas bien ce qui se passe dans la cellule. Donc, c'est beaucoup plus complexe que l'in vitro. Par contre, ça coûte beaucoup moins cher en termes de développement. Et enfin, il existe une troisième voie
c'est une voie un peu plus originale, c'est d'utiliser des cellules qui existent, des cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui ont un noyau, et d'utiliser cette cellule pour produire elle-même directement de l'ARN messager qui va coder pour des protéines d'intérêt, c'est-à-dire des protéines qu'on veut que le système immunitaire ou que le corps de l'être vivant produise. Donc là, ce qui est compliqué, c'est de contrôler la production. Par contre, on a un ARN qui est très stable. Voilà un peu le process de production d'un ARN entre l'ADN et tout en bas la production du traitement. On voit que c'est un processus qui est très long, qui met en place de nombreux procédés, donc qui coûte très cher, qui nécessite le dépôt de beaucoup de brevets, de beaucoup de technologies. Et aujourd'hui, pour produire 1 kg d'ARN, il faut débourser entre 25 et 50 millions de dollars. Alors vous allez me dire qu'avec 1 kg d'ARN, on produit bien entendu on peut produire beaucoup de médicaments, puisque l'ARN messager étant nanométrique, 1 kg d'ARN, c'est énorme. En effet, c'est énorme. Pour autant, si on regarde le coût que cela représente, aujourd'hui, la plupart des pays qui sont confrontés à des épidémies de virus, donc on pense bien entendu aux pays d'Afrique subsaharienne, mais également aux pays d'Asie du Sud-Est, ces coûts-là, ils sont inaccessibles, et donc aujourd'hui, ces pays-là ne peuvent pas avoir accès à ces nouvelles technologies qui leur permettraient, dans un moyen long terme, d'éradiquer définitivement ces maladies qui tuent des millions de personnes tous les ans. Donc c'est la raison pour laquelle des deep tech, notamment BioRNA, qui est une structure deep tech, une start-up qui est accompagnée par Unitech, se lance dans cette course à la production à moindre coût de l'ARN messager. L'idée, c'est de produire un ARN messager qui soit certes moins cher, mais surtout qui soit de très bonne qualité et qui puisse être produit en masse. Et pour cela, BioRNA va utiliser la troisième méthode qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire la culture dans des cellules eucaryotes, et ce sont les levures qui ont été retenues par BioRNA pour produire cet ARN messager, parce que les levures sont des candidats parfaits pour l'utilisation, pour la production d'ARN messager, pour plusieurs raisons. Parce que c'est une eucaryote unicellulaire à croissance rapide, c'est-à-dire que les levures sont présentes dans l'écosystème, dans la biosphère, sont présents, se reproduisent très vite, et elles ont cette particularité de produire de l'ARN messager en grande quantité. Ce qui est intéressant aussi avec la levure, c'est qu'elles ont un métabolisme qui est proche de la cellule humaine, et donc le passage de l'ARN messager depuis la levure vers l'être humain sera beaucoup plus facile. Et surtout, c'est aussi une technologie qui est safe, puisqu'elle a été, déclarée generally regarded as safe par la FDA aux États-Unis. Donc c'est une ingénierie qui est mature, qu'on connaît, qu'on pratique depuis très longtemps. On utilise les levures dans l'industrie pharmaceutique depuis longtemps. Et surtout, l'intérêt de la levure, c'est qu'elle a une productivité très élevée. Et donc, on va pouvoir utiliser les cellules de levure comme des usines à fabriquer de l'ARN messager. Et ça, c'est assez intéressant parce que le process, alors là, il est très rapidement, très succinctement présenté parce qu'il y a des brevets, il y a de la propriété intellectuelle. Donc, BioRNA m'a autorisé à montrer cette slide-là, mais de ne pas rentrer dans les détails. En gros, l'idée, c'est vraiment de formuler des levures qui soient capables de produire à grande échelle, à moindre coût et surtout de manière très rapide et de manière très souple, des ARN messagers qui vont être codés pour des protéines particulières, des protéines d'intérêt qui seront ensuite utilisées dans tous les traitements qu'on a vus précédemment. Donc, les champs de développement de l'ARN messager sont gigantesques. Bien entendu, on l'a vu, hein, il y a tout le domaine de la cancérologie, il y a tout le domaine de l'immunothérapie, des maladies virales, mais il y a également, à moyen terme, l'utilisation de l'ARN messager pour le remplacement de protéines défectueuses, puisque l'idée de l'ARN messager, c'est de venir produire, en tout cas de mettre en branle un système qui va produire certaines protéines, mais également à très long terme, là on n'y est pas encore, on en est encore loin, c'est de travailler à la médecine régénérative et à la reprogrammation cellulaire, et donc de lutter contre des maladies pour lesquelles aujourd'hui il n'existe aucun traitement. Ce qui est intéressant aussi avec BioRNA, c'est qu'ils n'ont pas que le marché
de la santé qui les intéresse. Il y a également le marché, on va dire, agritech, en gros, avec notamment l'utilisation de l'ARN messager dans le domaine agricole, puisqu'on va pouvoir fabriquer des biopesticides et des bioengrais beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup moins dangereux pour l'environnement et pour l'être humain. Et également de traiter un domaine qui aussi là est très important, ce sont toutes les maladies liées aux animaux et notamment les pandémies, de grippe aviaire qui déciment tous les ans des cheptels entiers de canards et d'oies. Grâce à l'ARN messager, on va pouvoir trouver des vaccins qui sont efficaces et qui vont pouvoir lutter contre ces maladies-là. Alors, c'était une présentation assez rapide et succincte de l'ARN messager. Si le sujet vous intéresse, on a publié une note de veille en novembre 2024, qui est beaucoup plus importante que les 20 minutes que je viens de passer à vous présenter. Le sujet, qui revient donc sur l'origine de l'ARN messager, les développements, et qui présente aussi de manière beaucoup plus fine BioRNA. Et donc, vous avez également une interview des dirigeants de BioRNA qui expliquent en détail leur technologie. Je vais repasser la parole à Laurent Pierre pour une partie tout aussi schizophrénique. Merci. Enfin, ouais, on va passer un peu de Grey Anatomy à Terminator sur cette partie. Alors, un point sur l'IA en 2025 et au-delà. C'est un peu le jour de la marmotte, hein, puisque je vous ai parlé d'IA en 2023, en disant que c'était important ce qui arrivait. En 2024, que c'était pas qu'une vague passagère. Et je vous en remets une couche en 2025. Alors, s'il y avait une explication à donner, enfin une illustration, vous avez là la courbe de l'investissement en capital risque dans les startups au niveau du monde. Donc, c'est les données en gris. Et en rouge, vous avez la part qui finance des startups travaillant sur l'intelligence artificielle. Donc, depuis le dernier trimestre 2024, ça représente la moitié des investissements. Donc, c'est un des signaux qui montre qu'on est quand même sur un sujet assez majeur. Alors, quand on prépare les signaux, on regarde tout ce qui est signaux faibles, dont beaucoup deviennent plus ou moins rapidement des signaux forts. Il y a toujours 5 gros sujets qui remontent sur l'intelligence artificielle, la recherche générative, le web génératif, j'en ai dit 2 mots sur la première partie. Là, on va dire 2 mots sur la partie agent autonome, agent IA, et puis on parlera ensuite d'énergie et d'IA faible, forte et de super intelligence. Alors, la première partie, c'est le sujet que on commence à voir apparaître, qui va être un sujet 2025, 26, 27, sur les agents autonomes. Aujourd'hui, votre IA, elle est spécialisée pour gagner au jeu de Go ou pour chatter avec elle, vous lui posez une question, elle vous répond, mais elle passe pas forcément à l'action. Là, un agent autonome, c'est quelque chose qui va passer à l'action. Bon, vous avez une définition. Un exemple vaut mieux qu'une longue définition. Planifie-moi un week-end en amoureux dans 3 semaines. Mon agent IA autonome va aller parcourir ma messagerie, va voir que j'ai dit à ma femme un de ces 4, j'aimerais bien aller à Vesoul, ne va pas voir qu'elle m'a mis un mort de rire avant que je lui dise c'est pour préparer les signaux. Il va me trouver des hôtels, des restos, des voyages. Au passage, vous voyez qu'à 2, un aller simple à Vesoul, vous pouvez aller à l'autre bout du monde pour l'équivalent. Il faut vraiment être fan de Vesoul. Il va vous trouver des musées, des activités. Vous allez avoir un échange avec votre agent autonome. Vous dites ça je prends pas. Et puis une fois que c'est OK, vous lui dites OK, je valide. Et là, il va faire lui-même les réservations. Donc la promesse, c'est ça, c'est que ça passe à l'action et ça fasse des actions pour vous. Donc c'est défini par un aspect autonome de l'agent logiciel intelligent d'IA, une adaptabilité, il est capable de s'adapter à vos changements d'avis ou à l'écosystème qu'il va rencontrer, ce qu'il va trouver comme hôtel, comme resto, et puis une interactivité avec soit un humain, vous ou d'autres, soit avec d'autres agents. Donc ça, on va le voir arriver sur tout un tas de secteurs. Vous avez quelques exemples ici sur le support client, la recherche, l'analyse, la génération de code informatique, les assistants personnels, etc., etc.
il commence à y en avoir. Alors il y a un discours où tout le monde fait de l'agent intelligent en ce moment, comme à chaque nouveauté, tout le monde fait ça. Mais bon, après il faut creuser pour voir si c'est le cas ou pas, ou si c'est pas juste de l'intelligence artificielle assez classique. Dans les exemples, quelques exemples, des choses comme Reply Guy. L'idée, c'est vous dites voilà, je suis une entreprise qui fabrique des fenêtres. Je te donne toutes les informations sur mon entreprise. Mes valeurs, voilà, l'information sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et puis tu vas parcourir les réseaux sociaux. Et puis si tu vois quelqu'un qui parle de fenêtres, au sens des fenêtres que j'ouvre, pas des fenêtres Windows, tu vas regarder sa question et tu vas générer un commentaire à ma place. J'ai pas besoin d'aller le faire. Tu vas faire une réponse intelligente et à la fin dire voilà, je suis fabricant de fenêtres. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Autre exemple avec ZenInbox qui va analyser de manière un peu fine votre boîte mail. Il va trier les différents messages, ce qu'il estime être des messages importants, urgents. Il va vous proposer, il va vous faire un brouillon d'une réponse et ensuite vous dites OK, je prends pas, je modifie et j'expédie. Ou autre dernier exemple avec Operator, donc de OpenAI, de ChatGPT, qui aux États-Unis a sorti cette version d'Operator. Alors elle n'est pas donnée, c'est de l'abonnement plus. Pour le moment, qui tâtonne un peu et vous voyez, ça va vous permettre de réserver un resto, un événement, un voyage. Un peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour ma virée à Vesoul. Alors, il y a plein de vidéos qui existent sur ce sujet. C'est marrant de voir un peu parce que on voit que c'est en train vraiment de débuter et que par moment l'agent se plante totalement. Il faut déjà trouver des sites qui permettent une réservation. Par exemple, tous les sites de resto ne permettent pas de réservation. Donc, c'est marrant de le voir tâtonner et démarrer là-dessus. Mais en tous les cas, voilà, c'est la promesse produit de ces agents intelligents qui sont en train d'arriver. L'idée maintenant, c'est qu'on regarde un peu plus loin sur l'arrivée de l'intelligence artificielle, jusqu'où on va aller. C'est quoi l'horizon, on va dire, 2028-2030. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, on a 3 couches. On a tout ce qui est application, les exemples qu'on vient de voir. Vous avez de l'IA partout pour prendre des bonnes photos dans votre téléphone, dans Duolingo pour apprendre des langues, dans Netflix pour choisir vos séries. Ça, c'est une première couche. Vous avez la couche essentielle, les modèles d'intelligence artificielle qui vont se baser sur des données d'apprentissage et qui vont faire un ChatGPT 3, puis un ChatGPT 4 ou un Mistral, basé sur une masse de données et d'apprentissage. Et puis ensuite, vous avez le dernier aspect, c'est tout ce qui est infrastructure. Là, c'est des data centers avec un bâtiment bien climatisé, sécurisé, des processeurs qui vont de plus en plus de processeurs pour calculer sur des modèles d'intelligence artificielle de plus en plus puissants, et puis de l'énergie parce que ça consomme beaucoup d'énergie électrique ou de l'eau pour refroidir ça. Alors on va s'intéresser aux 4 dernières parties, les données, les data centers, les processeurs et l'énergie. Quand on regarde un peu comme ce qu'on a connu depuis les années 60 avec la loi de Moore qui nous disait que tous les 18 mois, la capacité des machines, la puissance des machines allait doubler. On va retrouver aussi c'est ce qu'on appelle ces lois d'échelle ou lois de proportionnalité qui nous disent que d'année en année, vous voyez, il y a une progression. Là, c'est le temps par rapport à la vitesse de calcul des machines et suivant les générations d'intelligence artificielle qui sortent. On va retrouver, et là, ça nous dit que ça multiplie par 4 la puissance tous les ans. Là, ça multiplie par 2,4 tous les ans. C'est les différentes générations avec le coût que ça représente à développer un nouveau modèle, passer d'un ChatGPT 1 à 2, à 3, etc. Et vous voyez qu'au départ, on était à $1000, $10 000. Là, on est sur 10 millions de dollars. Et puis en haut, dans l'échelle, vous avez du milliard de dollars pour développer les générations suivantes d'IA. Alors aujourd'hui, vous avez pas mal d'experts qui nous disent que ces lois d'échelle, elles arrivent à un palier, à un plafond. Ils disent que c'est trop coûteux
en argent, c'est trop coûteux en énergie, en électricité, c'est trop coûteux en tout. Il n'y a plus assez de données pour faire apprendre aux intelligences artificielles, donc on arrive à un palier. Et puis, si on regarde d'un peu plus près, d'autres experts vont nous dire ces 4 données essentielles qu'on a ici, les data centers, l'énergie, les processeurs et les données, en fait, ça se sépare en 2. D'un côté, data center, processeur, énergie, la limite, elle est uniquement une limite de financement. Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez vous payer des gros data centers avec plein de processeurs et acheter plein d'électricité. Et puis ensuite, vous avez de la donnée, où il va vous falloir plus de données pour avoir des versions plus intelligentes. Si on regarde ce tableau particulièrement sexy, la première colonne, c'est tous les 2 ans, c'est l'évolution, et on a un ChatGPT 4 en année 2022. La deuxième colonne, c'est l'ordre de grandeur, c'est en gros tous les 2 ans, on multiplie par 10 la puissance des générations d'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est les colonnes suivantes. L'équivalent H100, le H100, c'est le processeur de chez NVIDIA qui permet d'alimenter les data centers pour la partie de création de nouveaux modèles d'IA et d'apprentissage. Donc vous voyez que pour un ChatGPT 4, il fallait 10 000 processeurs. Et puis là aussi, vous multipliez par 10 à chaque fois que vous voulez avoir quelque chose de plus puissant. Un GPT 5, si je prends l'exemple de ChatGPT, mais c'est la même chose chez tout le monde. Et on arrive à des quantités hallucinantes de processeurs. Vous avez à côté le coût, où on était sur des millions de dollars, puis des milliards, des dizaines, des centaines de millions de dollars. Et puis vous avez la puissance électrique qui est nécessaire à bâtir cette nouvelle version d'IA, où on était à du 10 mégawatts, c'est l'équivalent de 10 000 maisons, la consommation de 10 000 maisons. Et puis la génération d'après, ça serait 100 000 maisons. Et puis celle d'après, ça serait un réacteur nucléaire. Et celui d'après, l'équivalent de la consommation électrique d'un État américain. Et puis, en équivalent à horizon 2030, 20% de la production des États-Unis en électricité pour faire une nouvelle génération d'IA. Donc, on se dit, ouais, forcément, on arrive à un plafond, on va pas aller sur des aberrations de la sorte. Mais quand on regarde un peu ce que font les gros acteurs du secteur, Meta, en 2024, fin 2024, possédait 600 000 cartes graphiques H100, c'est-à-dire un besoin en électricité de 600 mégawatts. Côté Microsoft a passé en septembre un deal avec Constellation Energy, c'est un producteur d'électricité aux États-Unis, pour relancer le réacteur de Three Mile Island, dont les plus anciens se souviennent, puisqu'en 78 ou 19, il y avait une fuite radioactive entraînant une catastrophe sanitaire et environnementale. Donc là, l'idée, c'est que pendant 3 ans, toute la production de cette centrale est pour Microsoft sur un réacteur. Ça leur coûte 1,6 milliard de dollars en tout, et ça va produire 840 mégawatts. Je ne sais plus si c'est pour les 3 ans ou par an. À cette échelle-là, on n'est plus à ça près. Alors, si on plaque ça sur le tableau moche de tout à l'heure, vous voyez que on est exactement sur les ordres de grandeur de 2025. Donc, on reste. Certes, il peut y avoir un plafond, mais pour le moment, il s'équipe pour rentrer pleinement dans la suite de l'évolution de ce tableau. Et si on rajoute le projet annoncé par Trump rapidement après son élection, le projet Stargate, c'est un projet qui est à 500 milliards de dollars à horizon 2028, qui a été annoncé. Et vous regardez la ligne 2028, des centaines de milliards de dollars. Là aussi, on est à horizon 2028 sur ce qui correspond sur ces projections. Et si on reprend la photo de famille, vous avez le gars des données, OpenAI, vous avez le gars de l'argent, SoftBank, vous avez le gars des data centers, Oracle, et puis vous avez le gars qui a plein d'électricité et d'énergie parce qu'il a une pelle et il creuse. Alors la question qui se pose, c'est que pour avancer de génération en génération, surtout à horizon 2030 avec 100 gigawatts, 100 milliards de dollars, la question c'est pourquoi faire? La simple réponse avec ces ordres de grandeur est juste aberrante. Utiliser 20% de l'énergie électrique des États-Unis pour créer le ChatGPT 8, je crois, si j'ai à peu près bien compté, ça semble aberrant.
Alors avant de regarder le pourquoi, une petite parenthèse. Quand on parle de consommation, c'est pour créer le nouveau modèle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre l'entraînement de l'IA pour créer le chat GPT 3, 4, 5, 6, et puis après son utilisation. Quand vous faites une requête et vous lui demandez qu'est-ce qu'il faut boire avec une mozzarella, où là vous consommez pas 100 gigawatts pour votre demande, je vous rassure. Mais autant aberrant que ça soit, c'est aberrant, autant de consommation, mais c'est bien aussi d'avoir quelques chiffrages en tête. Alors on dit qu'une requête sur un chat GPT, c'est 10 fois la consommation d'une requête sur Google. Mais gardons ces chiffres en tête, 1500 requêtes chat GPT, c'est l'équivalent de la production d'1 kilo de bœuf. Un vol Paris-New York, c'est 500 000 requêtes, une voiture annuelle, c'est 1 million, et le gaspillage alimentaire dans le monde, ça a autant d'impact 8 fois tous les data centers. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais ça veut juste dire que les deux sont pas terribles du tout et il faut avoir vraiment les deux en tête. Alors je reviens sur à quoi ça sert cette course à la puissance des IA. Alors comme tout sujet, il y a des réponses qui sont technologiques, il y a des réponses qui sont politiques, il y a des réponses qui sont économiques. Sur le blog de Sam Altman, le patron d'OpenAI, au début de l'année, ça date du 6 janvier, dès le début de son long papier, il dit « à mesure que nous approchons de l'AGI ». Donc l'AGI, c'est l'intelligence artificielle générale ou intelligence artificielle forte, qui est l'étape après l'intelligence artificielle faible. On va y revenir. Et à la fin de son article, donc il commence par cette AGI et il finit par la notion de super-intelligence, donc une intelligence qui est au-delà des capacités de réflexion humaine, en nous vendant des outils qui pourraient accélérer considérablement les découvertes, l'innovation, des poneys, des licornes, etc. Alors, petit rappel de vocabulaire. Aujourd'hui, tout ce qu'on connaît en intelligence artificielle, c'est la première case, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, ou ANI, Artificial Neurointelligence, intelligence artificielle étroite. On est là-dessus. L'idée, ce que disent certains, c'est que on pourrait passer. Donc là, ça fait des tâches particulières. C'est bon au jeu de Go, c'est bon en discussion, en chat en conversationnel. L'intelligence artificielle générale, l'AGI, ou intelligence artificielle forte, l'idée c'est qu'elle soit capable de répondre à tout, aussi bien jeu de Go, jeu d'échecs, je vous réserve vos voyages, je fais des analyses scientifiques, etc. Et puis tout au bout, il y a la superintelligence, donc plus intelligence que les humains, et dans les définitions, on dit c'est un truc de science-fiction. Alors on revient au papier de Sam Altman sur l'AGI arrive bientôt. Petit décryptage, aujourd'hui OpenAI a un deal avec Microsoft qui c'est un financement de Microsoft à OpenAI et un reversement des productions d'OpenAI vers Microsoft qui est pour l'intelligence artificielle faible. Le jour où ils arrivent, que le conseil d'administration dit « Ok, vous êtes arrivé à l'AGI, l'intelligence artificielle forte », le deal s'arrête. Donc, ça veut dire que beaucoup d'argent en plus pour OpenAI. Donc, OpenAI a tout intérêt à faire cette course vers des intelligences artificielles fortes. Économiquement, c'est un vrai intérêt pour eux. Donc la question c'est, est-ce qu'on a toujours cette barrière sur, après ça, on est sur de la science-fiction. Il y a exactement 10 ans, les premiers signaux qu'on ait fait avec Alex, on citait ce visionnaire fondateur de chez Y qui disait que les prochaines startups seraient fortement boostées à l'IA. Et puis on disait que pour le moment tout ce qu'on voyait c'était de l'intelligence artificielle faible, et que l'IA forte à la Terminator, à la Skynet dans Terminator, c'était purement de la science-fiction. Aujourd'hui, on peut quand même se dire, même si beaucoup le disent, c'est encore de la science-fiction, mais on peut se poser la question. Exemple, avec cette petite demande qui est faite auprès d'experts en intelligence artificielle, tous les ans on leur demande, pour vous, Horizon Intelligence Artificielle Forte, c'est pour quand ? Donc en 2020, ils disaient c'était pour dans 50 ans.
En 2021, pour dans 34 ans, 2022, dans 18 ans, 2023, dans 8 ans. Donc on se dit, bon, bah, si, ok, maintenant ils savent ce qu'ils veulent, bah, on va être à horizon 2030. Et si ça se raccourcit encore en 2024, on sera à horizon 2027. Donc, est-ce qu'on y arrivera? Est-ce qu'on suivra ces courbes? On n'en sait rien, on verra. Autre petit tableau particulièrement sexy lui aussi. La première colonne, ça vous donne les niveaux d'intelligence artificielle. Niveau 0, pas d'intelligence artificielle. Niveau 1, une IA à capacité émergente. Ensuite, compétente, experte, virtuose et superhumaine, au-delà des capacités d'un humain. Deuxième colonne, tout ce qui est intelligence artificielle faible, l'ANI. On a rempli toutes les cases. On est balèze sur tout. Et troisième colonne, l'intelligence artificielle forte. Alors, le niveau 1, il y a débat. Les dernières versions de ChatGPT, Bard, Gemini, certains disent qu'on est plutôt en fin de colonne en fin de tableau de la colonne précédente. Voilà, on est sur de l'émergent, il y a discussion. En tous les cas, tout le reste, il n'y a rien. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ça reste potentiellement de la science-fiction ou en devenir. Pour ces signaux, à un moment donné, je m'étais dit, tiens, je vais vous parler de cet excellent bouquin de Flavien Chervet sur HyperArm, qui parle de l'usage de l'intelligence artificielle dans l'armement. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on nous avait promis il y a 5 ans, on en avait parlé dans les signaux, que promis, juré, craché, il n'y aurait jamais de robots tueurs, de drones tueurs. Bon, il suffit de regarder l'Ukraine, Gaza ou la Libye. Bon, on y est. Les armes, elles sont gérées par de l'IA. Ce qu'il dit, c'est que à cette automatisation de l'armement, il va y avoir un problème, c'est que l'être humain qui commande, qui donne les ordres, il va être trop lent par rapport aux décisions à prendre. Et il dit que potentiellement, à l'autonomie de l'arme pourrait succéder l'autonomie du commandement, et que derrière, on parle de suprématie à la puissance mondiale, parce que celui qui aura les armes et l'automatisation des prises de décision sera un peu le plus fort. Bon. Je suis pas rentré en détail parce que je me suis dit c'est assez anxiogène comme ça, on va pas parler d'armes, mais je vous conseille son bouquin, d'autant plus que toute la suite parle des sujets dont on est en train de parler. Alors ce qu'il dit, c'est que la suite de ça, il y a 2 possibilités. Il fait une comparaison avec un film, je fais la comparaison avec un deuxième film, soit c'est un scénario à la Wargame, ce film des années 80, où une intelligence artificielle prenait le contrôle de la puissance nucléaire américaine et risquait de raser tout ce qui bouge sur Terre. Et en apprenant déjà sur ces techniques d'auto-apprentissage, il constatait que dans tous les scénarios, à la fin, il y avait 2 perdants. Et il apprenait, il comprenait que le seul moyen de gagner, c'était de ne pas jouer, de ne pas démarrer l'opération. Donc ça, c'est un scénario qui est existant, puisque sur le développement des armes biochimiques, par exemple, c'est ce qui s'est passé. À l'échelle mondiale, on a décidé, on développe pas ça parce que ça va droit dans le mur. Donc c'est un des scénarios possibles. Et puis l'autre scénario, c'est un scénario à la Oppenheimer, au projet Manhattan pendant la Deuxième Guerre, sur le développement de la bombe nucléaire. Bah, c'est une course au premier qui aura la bombe nucléaire. Et donc là, c'est le premier qui aura une super intelligence, aura un gain au niveau mondial. Alors ces histoires de super intelligence, donc des intelligences au-delà des capacités humaines, on peut encore voir ça comme de la science-fiction, mais néanmoins, il y a énormément d'acteurs qui se positionnent. Je vous mets l'exemple de Safe Super Intelligence Incorporated, qui est une start-up américaine qui est fondée par le patron de la recherche de chez OpenAI, de chez ChatGPT, donc un gars qui a l'air de quand même maîtriser le sujet, et qui a lancé sa start-up avec une capitalisation en fonds de $1 milliard. Donc, il a de quoi développer, au moins essayer de développer ça. Alors, il nous vend que, bah, évidemment, c'est pour le bien du développement de nouveaux médicaments, d'accélération de la recherche, les poneys et les licornes. Derrière, il y a tout un tas d'enjeux dont on va parler de plus en plus. Il y en a 2 principaux. Le premier, c'est l'alignement des IA.
Donc l'alignement des IA, vous avez la définition, c'est l'alignement entre les intentions et les valeurs humaines que les concepteurs ont données à l'IA et puis sa réalité d'action. C'est par exemple ce qui fait que quand vous demandez à une IA « explique-moi comment faire une bombe », vous n'avez pas le résultat. Parce que les valeurs qu'on lui a données, on ne lui a pas nourri sur comment faire une bombe. Donc l'IA ne sait pas répondre. C'est c'est exactement la même chose. Si vous lui demandez à une IA chinoise qu'est-ce qui s'est passé sur la place Tiananmen, vous allez avoir tout un tas d'infos super intéressantes et folkloriques, mais pas ce que vous avez en tête parce que ça n'a pas été nourri à l'IA. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on lui donne comme valeur et qu'est-ce qu'elle doit suivre. Le problème, c'est que par moment, l'IA, toute bête qu'elle soit, elle dévie. Alors, exemple que j'aime bien avec Sakana.ai, qui est un regroupement de chercheurs qui a créé des agents intelligents. L'idée, c'est d'aller nourrir une IA avec toutes les productions scientifiques qui sortent, tous les papiers sur la recherche. L'IA va analyser où sont les manques, quels sont les secteurs où il y a un trou, on pourra les creuser, va proposer des protocoles de recherche, travaille évidemment avec des vrais chercheurs, sur des productions. Donc l'idée, c'est d'accélérer les champs de recherche académique. Les chercheurs avaient donné 2 règles à cette IA en lui disant bon, on est la recherche, donc tu vas travailler sur notre supercalculateur, mais on est la recherche, on n'a pas beaucoup d'argent, tu dépasses pas 10% des capacités parce que sinon ça nous coûte trop cher. Mais on n'est pas des spécialistes en optimisation informatique, donc si tu plafonnes, si tu es bloqué, tu as le droit de te reprogrammer de manière plus intelligente. Ce qu'a fait l'IA, elle a rapidement plafonné, et l'IA, en se reprogrammant, elle a fait sauter la condition, tu dépasses pas les 10%. Elle n'a pas fait ça méchamment, elle est ni méchante ni gentille, mais on lui a dit optimise-toi, on lui a pas précisé, tu t'optimises mais sans dépasser les 10%. Alors ça, c'est le deuxième terme, après l'alignement, c'est la notion de convergence instrumentale. Donc la définition, c'est la manière dont l'IA, pour atteindre ses objectifs demandés, adapte des objectifs intermédiaires non prévus qui peuvent être en dehors de l'alignement et donc potentiellement nuisibles ou néfastes. Ça, c'est basé sur la théorie du maximiseur de trombone. Je vous conseille la vidéo, si vous l'avez pas déjà vue, sur YouTube, qui s'appelle l'horreur existentielle de l'usine à trombone. Ça explique extrêmement bien cette théorie, comment à partir d'un alignement simple, on peut dévier et que la convergence instrumentale, donc tu fabriques des trombones avec la matière première qu'on te donne, peut arriver à une dérive absolument catastrophique. Donc, sur nos 4 points, on voit que les 3, les data centers, les processeurs et l'énergie, avec beaucoup d'argent mobilisé, on pourra continuer à développer quasi infiniment des nouveaux modèles plus puissants d'IA. Et reste le problème de la quantité de données. On sait que c'est pas avec des données générées par les IA que ça va permettre de créer plus d'intelligence, ça va être assez consanguin, si on peut appeler ça pour une IA. Mais vous avez petit rappel qu'on avait montré, c'est le volume de données nécessaire pour les versions 1, 2, 3, 4, et bien évidemment la 5 qui arrivera d'ici la fin de l'année ou plus tard. On va garder cette masse de données monumentale. Mais certains disent que l'arrivée de l'IA robotique avec les robots humanoïdes qui vont être en capacité par leur sens, notamment la vision, la perception, d'alimenter de manière extrêmement pertinente l'apprentissage des IA. Vous mettez un robot dans cette salle, tout ce qu'il va filmer, tout ce qu'il va constater, les escaliers, la façon dont on monte un escalier, ça va là produire une quantité hallucinante de données qui vont permettre aux IA d'apprendre et de cumuler des nouvelles données. Alors pour conclure, si on revient sur la question, pourquoi avoir des IA de nouvelle génération de plus en plus puissantes? Alors il y a des bons côtés sur accélérer la recherche sur les médicaments par exemple, développer des IA plus puissantes de nouvelle génération, assurer une cybersécurité, mais son pendant sombre, c'est des cyberattaques. On voit très bien dans les scénarios une guerre ou une vraie guerre entre Chine et États-Unis
à partir de ces outils-là, manipulation, infiltration sur tout ce qu'on a connu des hôpitaux, etc., manipulation de masse de population via les réseaux sociaux dont on a parlé tout à l'heure, donc derrière avec une idée de domination au niveau du monde. Et puis des questions que ça pose, comment contrôler l'alignement de ces super IA quand elles seront plus performantes que des humains? Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est que c'est les IA de génération inférieure qui arriveront à les contrôler. Doutez bien que si elle est plus intelligente, elle saura comment masquer si elle a trouvé qu'en dérivant, en sortant de l'alignement, bah, ça lui fait gagner du temps. Et puis donc ce scénario à la Wargame Oppenheimer, est-ce qu'on veut jouer collectif ou individuel? Est-ce qu'on veut jouer l'humanité ou le pays, la nation? Je vous conseille, c'est sorti récemment, AI 2027, c'est une fiction très proche du réel et extrêmement bien alimentée, faite par des spécialistes du sujet, qui donne un petit peu 2025-2027, c'est quoi ce qui nous attend, avec un scénario à la fin qui va jusqu'à 2030 où vous pouvez choisir deux scénarios, les deux sont nuls, hein, je spoil, mais enfin ils sont nuls, ils sont pertinents, hein, mais c'est pas génial. Voilà, alors je n'ai pas retrouvé qui avait dit cette définition que j'avais pris à un moment dans mes notes. C'est peut-être ChatGPT qui me l'a proposé. Penser un avenir en rupture, une singularité passée d'un délire transhumaniste à une norme quasi acceptée aujourd'hui. Donc ça nous pose beaucoup de questions sur justement, voilà, comment contrôler tout ça. Il y a tout un côté très positif sur le développement des IA, mais il y a quand même des aspects éthiques à bien garder en tête. Voilà, sur cet aspect, sur cette fin extrêmement optimiste, je passe la parole à Alexandre pour quelque chose de pas forcément plus... Ouais, désolé, cette année, on vous l'avait prévenu, c'était pas forcément des sujets très gais. Pour autant, vous pouvez le constater, on a mis une baseline dessous qui quand même qui verse dans l'optimisme, parce que aujourd'hui on la recherche et on le voit nous à Unitech avec le nombre de projets qu'on accompagne sur cette question des traitements du cancer qui augmente tous les ans. Voilà, les nouvelles voies de traitement sont aujourd'hui en plein développement. Alors le cancer, on va rapidement la définition, enfin en tout cas l'explication du cancer. Les cancers, on en développe tous un petit peu tous les jours, puisque en fait c'est un développement anormal de nos cellules. Et comme on l'a vu dans la première partie, on a un système immunitaire qui est normalement capable de s'attaquer à la prolifération de ces cellules cancéreuses. Mais parfois, il faut bien reconnaître que le système immunitaire n'est plus en mesure de faire face à ces attaques, soit parce qu'elles sont trop violentes, soit parce que les tumeurs, elles sont plus intelligentes que le système immunitaire et donc elles vont brouiller les pistes et contrecarrer les défenses immunitaires, ou parce que la prolifération est telle que finalement le corps est submergé de ces cellules tumorales cancéreuses et donc les cancers malheureusement se développent. Quelques chiffres très rapidement pour mettre en perspective. On est à peu près entre 400 et 450 000 cas de cancer tous les ans. Une toute petite prévalence chez l'homme par rapport à la femme. Chez l'homme, c'est le cancer de la prostate qui reste avec 24% le cancer le plus répandu. Et chez la femme, c'est évidemment le cancer du sein. Si on regarde les taux de mortalité, alors les chiffres sont un petit peu vieux, mais c'est les derniers qui ont été publiés. Tous les ans, on a à peu près un peu plus de 150 000 personnes qui décèdent d'un cancer. Encore, les répartitions hommes-femmes sont toujours les mêmes. Et c'est le cancer du poumon qui arrive en tête chez les hommes. Et chez les femmes, c'est le cancer du sein qui est aujourd'hui rattrapé par le cancer du poumon, puisque les femmes payent aujourd'hui le changement de comportement vis-à-vis du tabac d'il y a 20, 30 ans. Voilà, dans les années 80. Et quand on regarde les exposomes, c'est-à-dire les facteurs d'exposition qui sont favorables à la survenue des cancers, on voit bien entendu que le tabac, l'alcool et une mauvaise alimentation arrivent en tête, et que l'exposition à des facteurs environnementaux néfastes,
pour l'instant, n'impactent pas autant que les comportements addictifs au niveau du tabac et de l'alcool, mais qu'ils sont en train d'augmenter, notamment chez les enfants. On a une recrudescence des cancers de l'enfant, notamment liée à la prolifération des microplastiques qu'on avait présenté il y a quelques années, 2 ans je crois, avec la solution Dionymer pour lutter contre tout cela. Il existe 2 grandes voies de traitement des cancers, l'approche systémique et l'approche localisée. Donc on les connaît rapidement. L'approche systémique, ça va traiter de manière globale tout l'organisme, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer non seulement aux cellules tumorales, mais malheureusement on a des effets secondaires qui sont importants, qui vont attaquer les organes sains qui sont à proximité de la tumeur. On pense notamment à la chimiothérapie, aux hormonothérapies, à l'immunothérapie. Et à côté de cela, on a un deuxième voie de traitement. Donc, ça dépend aussi des cancers que l'on développe. On a l'approche localisée où là, on va venir s'attaquer directement à la tumeur et aux cellules cancéreuses. Et là, malheureusement, c'est qu'on a des cas de récidive qui sont très importants. On a aussi des effets secondaires qui sont très importants et aussi le développement de métastases et donc finalement de généralisation du cancer à tout l'organisme. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a des deep tech de la filière santé qui cherchent à améliorer constamment ces traitements pour justement réduire la prévalence du cancer et les conséquences néfastes sur les malades. Et je vais vous présenter trois startups qu'on accompagne dans ce domaine-là. On en accompagne beaucoup plus, mais cette année, on a fait le choix d'en présenter 3 qui balayent différentes technologies. La première, c'est Doxa Nano, qui est accompagné par Unitech et le Bordeaux Care Lab, qui développe une chimiothérapie commandée à distance avec un modèle déposé, un brevet qui s'appelle le RAC. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chimiothérapies, c'est un traitement chimique qu'on administre aux malades. On injecte un produit, un traitement qui s'appelle des agents cytotoxiques qui vont venir tuer les cellules cancéreuses. Malheureusement, le problème de la chimiothérapie, c'est que elle va, comme c'est une approche systémique, on l'a vu tout à l'heure, elle va s'attaquer non seulement aux organes qui sont touchés par les cellules cancéreuses, mais également, malheureusement, d'autres organes. On pense notamment au système digestif. Les tubes digestifs sont très, très fortement impactés par les chimiothérapies, la moelle épinière, mais également les cellules nerveuses. Donc ça entraîne aussi des douleurs associées, des neuropathies associées qui sont très importantes. On remarque également que certains cancers développent une résistance à ces chimiothérapies, notamment par des modifications métaboliques, parce que le cancer, malheureusement, les cellules cancéreuses sont des cancers qui sont très, très agressifs et assez intelligentes et qui arrivent à résister à certains traitements et sont capables également d'expulser les médicaments en dehors de son environnement, de son micro-environnement, et donc d'annihiler les effets positifs des traitements médicamenteux. Et enfin, cette absence de ciblage va avoir des effets secondaires très importants, notamment avec des chutes de cheveux et un peu plus contraignant, c'est de l'affectation du cœur et des reins aussi qui souffrent beaucoup lorsque l'on fait des chimiothérapies. Un thérapeute, un oncologue, lorsqu'il va utiliser une chimiothérapie, va être confronté à un dilemme, donc le dilemme qu'on a vu juste précédemment, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il traite la tumeur en apportant une quantité de médicaments suffisante pour traiter la tumeur, tout en diminuant les effets négatifs de cette chimiothérapie. Donc il y a l'arbitrage entre une forte dose de chimiothérapie et des effets secondaires qui sont importants, ou une faible dose de chimiothérapie qui va donc être moins efficace contre les tumeurs, mais qui va réduire les effets secondaires. L'idée de Doxa Nano, vous l'avez là-haut, c'est leur slogan, c'est d'apporter une quantité de chimiothérapie dans les tumeurs à des doses jamais atteintes. Donc ils ont développé une méthode, un procédé qui va permettre à l'oncologue de cibler directement la tumeur avec la chimiothérapie, tout en préservant les organes qui sont situés autour, en utilisant cette technologie-là, la chimiothérapie commandée à distance. En fait, l'idée, c'est d'encapsuler les molécules médicamenteuses dans des toutes petites vésicules, des nanovecteurs, ce qu'ils appellent des coffres forts parce qu'ils sont stables dans le corps humain.
Ils vont bourrer ces nanovésicules de médicaments et ils vont, par un procédé de radiothérapie, bombarder des ondes une fois qu'elles seront installées dans la tumeur pour que le médicament se répande dans la tumeur. Donc ici, vous avez le process dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on va localiser une tumeur. Ici, on a un cancer colorectal. On va injecter classiquement une chimiothérapie, sauf que cette chimiothérapie sera porteuse de ces nanovésicules qui sont bourrés de médicaments. Elle va se diffuser dans le corps et va profiter d'un phénomène qui est assez intéressant, c'est que la tumeur, quand elle développe des vaisseaux sanguins qui vont lui permettre, on le verra un peu plus tard, de se nourrir et de se développer. Et ces vaisseaux sanguins sont très poreux. Et donc, les nanovésicules vont profiter de cette porosité pour s'accumuler dans la tumeur. Et une fois que les nanovésicules sont dans la tumeur, on va procéder à une irradiation de cette tumeur en visant donc l'organe malade. Et vous le voyez, l'idée, c'est de faire éclater et de libérer le médicament directement là où on a besoin qu'il soit efficace, c'est-à-dire dans la tumeur et au niveau des cellules cancéreuses. Et donc l'idée, c'est de préserver l'organe malade. Dans le cas des cancers colorectaux, on a souvent une amputation d'une partie du côlon, des fois même du rectum, ce qui a encore des complications supérieures. Là, l'idée ici, c'est de préserver l'intégrité des organes, même les organes qui sont touchés par les cancers. Donc pour le patient, sur certains cancers, notamment les cancers de l'œsophage, qui sont des cancers qui sont très agressifs avec un taux de mortalité qui est très élevé, ça va permettre d'augmenter les chances de survie puisqu'on va venir directement injecter à très forte dose le médicament. Et pour certains autres cancers, comme le cancer du rectum, de conserver l'organe malade grâce à cette utilisation de technologies très ciblées et parfaitement efficaces. Donc pour l'instant, ce sont surtout ces types de cancers-là qui sont concernés, cancer du cerveau, cancer de la tête et du cou, cancer de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas également, qui est un cancer qui est très agressif, et aussi le cancer du col de l'utérus qui va permettre derrière d'éviter les retraits d'utérus malade lorsque la personne sera atteinte d'un cancer. Donc voilà pour cette première voie de traitement qui laisse espérer quand même des jours un peu plus optimistes pour les malades. La deuxième start-up dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est Fosca Biotech, qui est donc encore une fois incubée par Unitech et qui profite également de l'incubation de Sarlatech, donc qui est située à Sarlat. L'idée ici, c'est non pas d'utiliser la chimiothérapie, mais plutôt l'immunothérapie. Donc on l'a vu tout à l'heure dans la première partie. L'idée de l'immunothérapie, c'est de stimuler artificiellement le système immunitaire pour que ce soit lui-même qui combatte les cellules cancéreuses et les tumeurs. Mais parfois, on a besoin de l'aider. Pourquoi ? Parce que, en fait, les cellules dans le corps d'un être vivant baignent, on va dire, dans un micro-environnement. Et ce micro-environnement est constitué de nutriments, d'oxygène, va permettre à la cellule de se développer. Et les cellules tumorales sont en mesure, finalement, de reprogrammer ce micro-environnement pour faciliter la croissance des cellules cancéreuses et de favoriser l'accumulation de cellules cancéreuses et de se transformer en tumeur. Donc l'idée de Fosca, ça va être de s'attaquer non pas à la tumeur, mais plutôt de s'attaquer à ce micro-environnement tumoral avec comme idée d'empêcher la tumeur et les cellules cancéreuses d'accéder à ces nutriments, à cet oxygène-là, pour donc que la tumeur finalement meure de faim, meure d'oxygène, d'étouffement, avec un concept révolutionnaire. Là aussi, je ne dévoile pas tout parce que derrière, il y a des brevets. J'ai eu l'autorisation par Fosca de présenter cela. L'idée, c'est un procédé, un dispositif microfluidique. L'idée, ça va être de disposer sur la tumeur d'un dispositif que vous voyez ici, on va le voir un peu plus en détail après, qui va nettoyer le micro-environnement de toutes les substances qui s'y trouvent afin d'étouffer la tumeur.
L'idée, c'est de venir concurrencer l'immunothérapie, mais également les méthodes systémiques et localisées. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on a clairement une absence. Alors, les premiers tests sur souris ont déjà été réalisés, bien entendu. On a une absence d'effets secondaires. Donc, tous les effets secondaires qu'on pouvait avoir avec les approches systémiques, mais également avec les interventions localisées. Ici, grâce à Fosca Biotech, les effets secondaires sont minimes parce qu'il n'y a pas d'introduction de médicaments. Et surtout, on a un coût qui est entre 5 et 10 fois inférieur aux chimiothérapies ou aux radiothérapies, parce qu'on va venir faire une toute petite incision et on va venir placer le dispositif qui, aujourd'hui, coûte encore un petit peu cher, mais ne cesse de diminuer à mesure que le produit se développe. La cible thérapeutique, ce sont surtout des cancers solides, des cancers à tumeurs solides. Donc, on pense bien entendu au cancer du sein, qui est la première cible, mais également au cancer du cerveau et au cancer de la prostate, puisque ce sont des cancers sur lesquels on va pouvoir venir placer le dispositif à partir d'une microchirurgie. Enfin, dernier exemple, c'est la start-up Believer. Donc là, ici, on n'est pas sur une solution de traitement du cancer, mais plutôt sur un outil qui va permettre aux oncologues, notamment dans le cadre du traitement des cancers du foie, d'améliorer les traitements par un meilleur ciblage thérapeutique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer du foie, c'est un cancer qui est très virulent, qui est très répandu. C'est le 3e cancer le plus mortel dans le monde. Tous les ans, on a des cancers, enfin des nombres de cas qui explosent. Et surtout, on a un traitement de première ligne, c'est-à-dire le traitement qu'on va administrer en premier à ces malades, qui est très peu efficace, entre 15 et 30%. Pourquoi ? Parce que la particularité du cancer du foie, c'est qu'il n'y a pas de biomarqueur. C'est-à-dire qu'un oncologue, lorsqu'il va être face à un patient malade d'un cancer du foie, il n'est pas capable d'avoir la carte, finalement, d'identité de ce cancer-là, contrairement à d'autres cancers. Et donc, il va administrer, finalement, un traitement. Donc, il existe 4 ou 5 traitements de première ligne. Et une fois que ce traitement aura été administré, s'il n'est pas efficace, il va devoir passer à un traitement de 2e ligne. Au final, les malades du cancer du foie, en dehors des comorbidités, comme la cirrhose ou d'autres maladies, 50% des malades du cancer vont mourir prématurément faute d'un accès à un traitement qui soit efficace. L'idée de Believer, ça va être d'offrir à chaque patient, et donc à chaque oncologue, mais derrière à chaque patient, la possibilité d'obtenir le traitement le plus approprié dès le traitement de première ligne, en tenant compte des spécificités de son cancer. L'idée, c'est que, vous le savez, on parle de cancer au pluriel parce que non seulement il y a beaucoup de cancers, mais que pour un même cancer, chaque malade développe son propre cancer avec les propres spécificités, le même génome, les mêmes protéines, des protéines qui sont différentes. Et donc, chaque cancer est spécifique. Et donc là, l'idée, ça va être d'individualiser le traitement pour chaque malade. Comment ? En développant une double plateforme, en s'appuyant sur les biopsies qui sont faites des cancers, qui ont été faites, parce que l'intérêt du cancer du foie, c'est qu'on peut garder dans le temps les biopsies et de les exploiter. L'idée, ça va être, à partir des biopsies des cancers du foie, de faire une carte protéomique de la tumeur, c'est-à-dire de lui faire une véritable carte d'identité et d'utiliser un outil d'intelligence artificielle de profile matching, un peu comme Tinder fait quand il y a une rencontre, il y a un match. L'idée, ça va être de faire matcher la carte d'identité du cancer du patient avec les traitements les plus efficaces. Et ça va permettre à l'oncologue de gagner du temps, puisque au lieu de faire un traitement de première ligne qui va durer plusieurs semaines, s'apercevoir que ce traitement est inefficace pour lui administrer un traitement de 2e ligne, et à terme peut-être voir le patient mourir. L'idée là, c'est d'aller beaucoup plus vite et d'offrir à l'oncologue le traitement qui correspond à la carte d'identité du cancer de son patient. L'idée ici de Believer, c'est un service en support des oncologues. L'idée, c'est de réduire le process à 10 jours. C'est-à-dire qu'entre le moment de la biopsie et le moment où Believer va envoyer à l'oncologue
ce rapport, ce matching entre le profil protéomique et les traitements, il va s'écouler seulement 10 jours, là où il y aurait eu plusieurs semaines, voire plusieurs mois de traitement. Et donc, en raccourcissant finalement ce temps, le traitement va être beaucoup plus efficace parce qu'il va être administré beaucoup plus tôt. Donc voilà pour les différentes pistes qui sont aujourd'hui, en tout cas des startups qui sont incubées par Unitech. Alors l'idée, bien entendu, c'est que tous ces traitements-là, ils sont en pleine phase de recherche et développement. Il y a déjà des protocoles qui ont été mis en place, mais il ne faut pas imaginer là ces traitements mis sur le marché demain. Donc encore une fois, les cancers et ces maladies-là, ce sont des années et des années de recherche. Donc on peut espérer que ces traitements-là seront sur le marché et à disposition des oncologues et des malades d'ici 5, 10, 15 ans. En tout cas, ce sont des voies d'espoir pour tous les malades. Et on verra dans les signaux 2035, on fera un point dans les signaux 2035 sur les avancées en matière de recherche contre le cancer. Donc voilà, cette édition des signaux est terminée. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette édition pas très optimiste, pas très fun, mais en tout cas, on a essayé de présenter les dernières innovations. Merci.